plus chaleureuse et la plus cordiale des bienvenues dans notre maison, la maison de la femme tchadienne. Elles vous ont tout à l'heure souhaité également un joyeux anniversaire. Parce que nous savons qu'avant-hier, le 21 décembre, c'était votre anniversaire. Donc la rencontre d'aujourd'hui, c'est une rencontre familiale. Donc vous allez avoir un échange libre avec vos sœurs qui sont ici présentes devant vous. Donc, sans tarder, je vais vous inviter à prendre la parole pour leur livrer votre message et nous allons continuer ensuite notre programme. Bonjour. D'abord, merci de m'accueillir, de nous accueillir avec la ministre des Armées, la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et à la lutte contre les discriminations, deux femmes du gouvernement, d'un gouvernement paritaire français, et merci pour votre accueil qui me touche beaucoup, et la chaleur de celui-ci. Au fond, vous me dites, c'est la première fois qu'un chef d'État étranger vient et passe du temps avec vous. C'est peut-être parce qu'on n'avait pas totalement compris ce qui était en train de se passer. D'abord, les femmes partout en Afrique sont en train de prendre le pouvoir. Et ensuite, parce que l'avenir africain se construira par et à travers les femmes et l'autonomisation des femmes. C'est exactement la chanson que Yasmine vient de nous chanter à l'instant. Des femmes ministres, présidentes, avocates. Moi, ça fait la 6e fois que je viens dans le Sahel, c'est la première fois au Tchad. Et c'est vrai que depuis le discours que j'ai tenu il y a un peu plus d'1 an à Ouagadougou, j'ai mis le sujet justement de l'autonomisation des jeunes filles, des femmes au cœur de cette politique, de cette stratégie. Alors, au début de mon mandat, j'ai choqué beaucoup de gens, je vous rassure, surtout les gens en Europe, en disant, il y a une bombe démographique en Afrique. On ne peut pas ne pas la regarder. Il y a une bombe démographique parce que le taux de natalité, tel qu'on le voit aujourd'hui, n'est pas soutenable. Parce que l'Afrique est en train de progresser à un rythme démographique que les économies ne pourront pas absorber, parce que ça va créer des tas de déséquilibres. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Je veux dire en vérité, une déscolarisation des jeunes filles, des mariages forcés. Et au fond, il y a une fécondité choisie, il y a des choix de vie qui sont faits par certaines femmes, il y en a beaucoup qui sont su. Et au cœur de la stratégie à laquelle je crois très profondément, il y a cette autonomisation des jeunes filles, des femmes, et il y a ces visages, ces portraits de femmes qui sont au fond ces portraits de la liberté, de l'intelligence et de la réussite. Il y a ce livre qui a été fait par l'ambassade, Portraits de femmes tchadiennes. Je crois qu'il y en a beaucoup qui sont dans la salle d'ailleurs, et qui ont ces visages avec cette diversité de parcours. Mais il y a aussi une réalité des chiffres qui est très cruelle. Il y a un taux d'alphabétisation des femmes de 22%, quand celui des hommes est à 54%. Il y a un taux de mariage avant 18 ans qui reste aux alentours de 70%. Dans un pays où le président Déby, son épouse se sont profondément engagés, où il a eu le courage de passer des lois contre le mariage forcé. Et donc on doit quand même regarder ça en France. Alors moi je ne suis pas venu vous faire de grands discours, mais je suis tout simplement vous dire, je suis convaincu qu'une des clés de notre destin commun, il est dans la réussite de cette autonomisation des jeunes filles et des femmes. Il est dans le fait
permettre de mettre le maximum de jeunes filles à l'école, de leur permettre de réussir et de choisir leur vie. Moi, je n'ai pas à dire à une jeune fille tchadienne ce qu'elle doit faire, mais je ferai tout ce que je peux pour m'assurer qu'une jeune fille tchadienne puisse aller à l'école pour choisir sa vie, savoir ce qu'elle doit faire. C'est de s'assurer que les lois sont respectées et qu'il n'y ait pas de mariage forcé, qu'elle puisse avoir une vie de jeune fille, d'adolescente normale et ensuite choisir aussi son mari et pas le subir. Et c'est assurant aussi que la santé est assurée pour les mamans et les enfants, toutes les femmes. Ça fait partie de cette émancipation indispensable. Et c'est de s'assurer aussi qu'il y ait un véritable entrepreneuriat féminin qui est au cœur de cette stratégie d'émancipation, d'autonomisation. Sur ces sujets, je reviendrai tout à l'heure sur ce que je veux que la France fasse à vos côtés, aux côtés du Tchad et de la société civile. Mais moi, je veux surtout vous entendre. Parce que ce n'est pas à moi de vous faire un discours, moi, président français, sur ce que doit être notre politique et votre vie. Et donc, je vous demanderai une chose, je crois comprendre que c'est plutôt votre tempérament, mais c'est de parler librement, de me dire ce que vous voulez faire, ce dont vous avez besoin, ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, ce qui rend votre vie plus dure, et ce en quoi on peut aider pour changer cela. Donc je ne serai pas plus long, moi je veux vous entendre maintenant et qu'on débatte très librement, mais s'il vous plaît, pas de tabou. Alors maintenant, vous pouvez. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez résumé la situation, condition de la femme tchadienne, et vous avez invité les femmes tchadiennes ici présentes à vous parler directement, à vous parler franchement. Pas les questions à ranger, hein, s'il vous plaît. Voilà. Donc, Monsieur le Président, vous avez donné des chiffres. Vous avez donné des chiffres très importants. Je vais juste ajouter quelques-uns. La femme tchadienne représente près de 51% de la population. Ici au Tchad, donc c'est une force, nous sommes une force. Mais, vous l'avez souligné, le problème de la croissance démographique rapide. Le Tchad a un taux de croissance démographique de 3,6% par an. Nous sommes le deuxième pays africain à avoir des taux de croissance démographique plus rapides. Nous avons un nombre d'enfants par femme qui est de 6,4. Et la pauvreté, elle a un visage féminin, ici au Tchad. Les jeunes de moins de 24 ans constituent 67% de la population. C'est une force, mais c'est aussi un défi. Et donc, ce que nous voulons, ce que les Tchad souhaitent, ce que le président de la République souhaite, c'est de transformer cette jeunesse en dividende démographique. Parce que, et c'est là, parce que la femme tchadienne, toutes les femmes tchadiennes que vous voyez devant vous, elles ont besoin de s'autonomiser. Elles ont une soif d'émancipation. Et donc, la transformation de notre jeunesse en dividende démographique passe nécessairement par l'autonomisation de la femme. Et dans la vision 2030 du président de la République, nous visons la vision 2030 du Tchad que nous voulons, nous visons des objectifs très ambitieux. Passer de 3,6% en termes de taux de croissance démographique à 1,5% dans 12 ans. Et passer de 6,4 enfants par femme à 3 enfants par femme. Mais comment y arriver? Et avec qui y arriver? Parce qu'on ne peut pas y arriver seul. Et donc c'est pour ça que nous avons identifié 5 thématiques qui seront, c'est juste des introductions, qui seront développées tout à l'heure. Dans un premier temps, on va aborder les secteurs sociaux avec la santé et l'éducation. Après, il y aura 2 questions de la salle. Ensuite, deuxième temps, avec
deux présentations sur la justice et la citoyenneté, la participation citoyenne de la femme, donc qui seront développées aussi rapidement, introduites par deux éminentes personnalités. Et ensuite, il y aura deux questions de la salle. Et on va terminer en troisième temps par l'entrepreneuriat féminin, qui est le clou vraiment de l'autonomisation de la femme. Et là aussi, il y aura une brève introduction et il y aura deux questions d'éducation. Là, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République française, permettez-moi de dire quelques mots sur l'éducation des filles et l'alphabétisation des femmes en milieu rural. Monsieur le Président, très peu de filles en milieu rural accèdent à l'éducation. Et même si elles accèdent, elles ne finissent pas le cursus jusqu'au supérieur. Et il y a une forte déperdition. Et cette déperdition est due à plusieurs causes. On peut en citer quelques-unes. Vous l'avez aussi tout à l'heure dit, les mariages précoces, l'insuffisance d'offres d'éducation, les travaux agricoles, les travaux domestiques, la garde des enfants et plusieurs autres activités qu'on confie aux petites filles. Transport de l'eau, du fagot, petits commerces et autres. Et ce constat-là fait que plus de 60% des femmes rurales sont analphabètes. Et un très faible taux de ces filles rurales accèdent au supérieur, à peine 5%. Et dans cette situation, Monsieur le Président, les femmes rurales ne peuvent pas s'impliquer dans la recherche des solutions à leurs problèmes. Pour cela, il nous faut des solutions pour résoudre cette problématique, afin de réduire, voire éradiquer l'analphabétisme chez les femmes et faire accéder les filles du milieu rural aux études supérieures. Il nous faut un mécanisme favorisant le maintien des filles à l'école, qu'il soit mis en place très rapidement. Ceci peut éviter aussi l'exode rural et la délinquance. Et il nous faut une sensibilisation soutenue avec un système d'évaluation et de suivi très régulier afin que nous puissions mobiliser nos énergies, notre savoir-faire, et que ce mécanisme-là soit un véritable levier de mobilisation des femmes rurales pour la prise en main de leur destin. Monsieur le Président, la problématique de l'éducation des filles et de l'alphabétisation des femmes reste le grand défi à relever pour parvenir à l'autonomisation des femmes, gage de développement durable pour notre pays de Tchad. Monsieur le Président, vous nous avez écoutés. Les Françaises et les Français ne se rendent pas compte de cette situation. Veuillez leur expliquer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Abatoum Zakaria. Je vais passer la parole à présent à Dr Grace Kodindo pour introduire les thèmes sur la santé. Monsieur le Président de la République française, Messieurs et Mesdames, chères filles, chères sœurs et chers frères aussi, je voudrais encore une fois de plus joindre ma voix à mes sœurs pour vous remercier pour cet événement vraiment extraordinaire, je dois le dire, du président de la République française avec les femmes tchadiennes. Mais ce n'est pas, c'est pour une bonne cause. Comme vous le savez, les femmes représentent à peu près 51% de la population tchadienne. Donc vous parlez aux gens qui représentent la moitié de la population tchadienne.
cette population qui constitue des ressources humaines extraordinaires pour le développement, si et seulement si on les aide à survivre les complications des grossesses, des accouchements, pour être en vie et en bonne santé. Parce que si la femme a survécu aux complications de sa grossesse, et si elle finit avec des complications comme des fistules, ce sera une vie de mauvaise qualité. Elles ne pourront pas donner libre cours à leur potentiel. Donc le problème de la femme tchadienne, comme vous le savez, les femmes tchadiennes sont nombreuses. Malheureusement, beaucoup vivent en milieu rural. Beaucoup sont encore pauvres, comme Madame la ministre a dit. La pauvreté au Tchad a un visage féminin. Donc, à cause de ça, elle continue encore à mourir des causes qui ne devraient plus tuer personne. C'est des causes... C'est des causes traitables. C'est des décès évitables. Malheureusement, ça continue à exister. Même si le gouvernement du Tchad et ses partenaires ont investi énormément dans ce domaine, ce qu'il faut vraiment saluer. On n'a pas encore pu couvrir tout le territoire du pays avec le paquet de services qui devraient sauver leur vie. Le Tchad a retenu quelques-uns, qui sont par exemple l'accouchement avec personnel qualifié. C'est-à-dire des personnels qui peuvent identifier les complications des femmes, les traiter ou les référer pour un soin immédiat, ce qui peut empêcher les femmes d'en mourir ou de rester avec des fistules. Le Tchad a aussi retenu dans sa politique nationale l'accès à la césarienne, qui est aussi un service qui contribue vraiment à sauver la vie des femmes ou à les préserver des fistules. Mais là, il y a encore souvent des problèmes. Je peux vous raconter que, par exemple, quand je prenais ma pick-up la nuit à 2 h du matin pour aller à la maternité, pour faire la césarienne, parfois je dois attendre 1 à 2 heures de temps pour avoir l'autorisation du mari avant de faire la césarienne. Ça montre encore. Mes collègues gynécologues continuent encore à vivre de cette difficulté. Ça prouve que même quand les services sont disponibles, les mentalités, les problèmes socio-culturels peuvent également être encore des obstacles. Aussi, Monsieur le Président de la République, les femmes tchadiennes ont besoin qu'on les aide à ce que les services soient accessibles et toutes ces causes-là que je viens de citer, pas seulement la disponibilité des services, mais également les problèmes de mentalité qui empêchent ces femmes d'avoir accès. Et que ce service soit disponible sur toute l'étendue du territoire du Tchad. Que les femmes en milieu rural, les femmes en milieu urbain, les femmes pauvres, les femmes, que dirais-je, de toutes les catégories sociales, où qu'elles habitent, où qu'elles soient, elles ont besoin qu'on les aide à avoir accès à des services qui vont sauver leur vie. Parce que comme je l'ai dit, la plupart des décès maternels sont des décès évitables. Il faut seulement mettre ce qu'il faut faire. Et c'est même des services qui ne coûtent pas cher. C'est même ça un peu la tragédie. Ça ne coûte pas cher. Les médicaments, je vais vous donner un exemple. Par exemple, il y a une enquête cette année qui a montré que l'éclampsie... Si vous pourrez résumer. Voilà. Donc je voudrais seulement qu'on mette au service des femmes, où qu'elles soient, les services qui vont contribuer à réduire la mortalité, les fistules obstétricales, pour que ces femmes puissent vraiment jouer leur plein rôle de citoyennes et d'agents de développement pour le pays. Je vous remercie. Merci, Dr Grace. Maintenant, on va prendre 2 questions dans la salle. Alors, moi, je suis aveuglée par les gens. Derrière, devant. Alors, on prend une. Oui. On prend une là-dedans. Devant et en rose. Hey, madame. Hotel bây giờ là gai chả? Hotel bây giờ là gai. Allez-y. Merci. Moi, c'est Madame Amina Tidjani. Je suis la présidente de l'organisation Voix de la Femme.
Monsieur le Président de la République française, ma question porte sur la problématique de l'éducation des jeunes filles. Il est incontestable que la femme joue un rôle important pour le développement et le progrès de la société. Elle donne les naissances, elle éduque, elle tient le foyer, elle est le socle de toutes les valeurs humaines. Monsieur le Président, la France, pays des droits de l'homme, est partenaire de choix du Tchad. Comment entend soutenir les organisations féminines, les organisations de la société civile pour bannir les violences faites à l'égard des femmes et des filles, encourager l'escolarisation des jeunes filles et leur maintien à l'école, et surtout les filles dans les milieux ruraux. Merci, Amina, merci. Enfin, ainsi que... Merci. Il faut résumer parce qu'on n'a pas le temps. On doit finir à 11h30. Merci beaucoup. Oui. Très bien. Donc, vous passez la parole. Voilà. Madame. Je suis Nekarmba Hélène, membre de la cellule de liaison d'information des associations féminines, fêtière nationale qui regroupe plus de 1200 organisations féminines et présente dans 19 régions sur les 23 que compte le pays. Nous venons de suivre l'exposé sur la scolarisation de la fille. Excellence, Monsieur le Président de la République française, les nouvelles, les informations que nous avons de par le monde et également en France fait que l'accès à l'éducation des filles sont basés sur des critères de choix. Les frais d'inscription des filles sont également élevés et les bourses pour les études supérieures sont limitées. Parlant de la scolarisation des filles, ça veut dire que nous devons soutenir la fille non seulement à finir le cycle primaire, mais à continuer au secondaire et terminer au supérieur pour se hisser dans tous les domaines possibles. Vous venez, je vous prends au mot, Excellence, Monsieur le Président, vous venez de dire, je ferai tout ce que je peux pour aider la scolarisation des filles. Excellence, Monsieur le Président, quelles sont vos perspectives pour soutenir la fille tchadienne pour continuer ses études? Si vous pouvez nous le souligner en quelques mots, ça serait la bienvenue. Merci beaucoup, Madame de la Seigneur. Donc, compte tenu du temps qui nous est imparti, moi je pense qu'on va continuer avec les 3 exposés. Il y aura toutes les questions qui seront posées, tous les thèmes. Voilà, et puis après, on va parler tout de suite de la justice. Voilà, on va parler de la justice, on va parler de la participation citoyenne et de la prévention. On aura toutes les questions. Donc, vous les prêts, Excellence. On ne va pas dire Excellence. Je veux dire seulement Monsieur le Président de la République. Mais nous, on est habitués de dire Excellence, Excellence, Excellence. Donc, je passe à présent la parole à Madame Hélène Labatine pour nous parler. Il y a la traduction simultanée. Il y a la traduction avec la traduction arabe.
Arabafo ma ban tuna ke. Da wani har to arabafo ni kushura ke ma ran français. Ai tuna na hadi ke. De nous accorder cette opportunité vraiment pour échanger avec vous. Avoir ces droits, c'est une chose. Mais pouvoir les exercer librement est autre chose. C'est là où se pose le problème de justice, le problème d'accès à la justice des femmes. Je dirais que dans un premier temps, quand on parle de femmes et justice, ça pose le problème de la jouissance même des droits qui sont reconnus à la femme. Le principe d'égalité, vous avez parlé de cela tout à l'heure, et il se pose le problème de jouissance des droits au niveau de notre pays. Et cette jouissance des droits pour les femmes est bloquée par un certain nombre de facteurs que je citerai, peut-être je citerai deux en passant. Nous avons le statut socio-juridique même de la femme. Madame Albatoul en a parlé. Donc, dans le contexte, dans l'environnement tchadien, la femme même est perçue comme une personne de seconde zone. Donc, quand bien même la législation tchadienne a consacré les droits égaux pour les femmes et les hommes, dans la réalité, c'est tout autre chose. Donc, il se pose le problème de violence. Les femmes tchadiennes sont souvent confrontées à plusieurs formes de violence. Violence pour accéder aux services sociaux de base. Violence au niveau conjugal, je n'en parle pas. Et violence par rapport à l'exercice même des droits citoyens de la femme tchadienne. Et le deuxième aspect de cette justice-là, c'est l'accès même à la justice lorsqu'on est victime des violences. Pour accéder à la justice, il faut que la femme connaisse ses droits. Et puisqu'elle ne connaît pas ses droits, qu'est-ce qu'elle doit faire? Voilà pourquoi, au niveau des associations féminines, nous avons décidé, association des femmes juristes, association pour la défense des libertés fondamentales, ici même à la maison de la femme, nous avons un centre d'écoute. Donc nous avons créé des centres d'écoute des violences faites aux femmes pour essayer de combler le trou. Parce que les femmes, ça vient pour la plupart, ne connaissent même pas ce que c'est que la justice. Donc pour y accéder, c'est un problème, puisqu'elles méconnaissent leurs droits. Donc il se pose vraiment ces deux problèmes-là. Comment jouir de ces droits alors qu'on les a, mais on ne peut pas les exercer librement? Et comment accéder à la justice? Donc les problèmes de violence que nous connaissons, nous essayons de les régler à des niveaux sociétals, à des niveaux des associations. Donc, par rapport à cela, nous essayons de partager avec vous cette préoccupation. Il est vrai que le gouvernement a, dans ses programmes, mis en place un certain nombre de politiques qui puissent lutter contre les violences faites aux femmes. Nous avons la politique nationale, genre et autres. Mais concrètement, la femme a beaucoup plus confiance à ces centres ou à ces cliniques juridiques où elles se sentent vraiment libres pour discuter de ces problèmes. Parce que au niveau de la société, lorsqu'elle va à la justice, on lui dit mais pourquoi tu sors ton homme dehors? Ça, c'est la traduction littérale de ce qu'on dit. Donc le monsieur dit si tu m'amènes dehors, il n'y a plus de vie entre nous. Donc on doit régler notre problème. Donc ça veut dire qu'il se pose réellement un problème de justice. Et par rapport à cette justice-là, je demanderai à monsieur le président comment faire pour assister les associations féminines, les structures des associations féminines qui luttent contre les violences faites aux femmes en utilisant cette voie qui est celui d'écoute et d'écoute juridique et d'assistance judiciaire même. Nous sommes obligés d'assister judiciairement certaines femmes au niveau des tribunaux lorsque les violences sont graves. Donc, je m'arrêterai là, monsieur le président, mais je vous demanderai de vous lever et que tout le monde se lève pour qu'on croise les bras et dire tous non contre les violences faites aux femmes. Non aux violences faites aux femmes au Tchad. Je vous remercie.
Eh bien, je vais passer rapidement la parole à Madame Noumélis pour nous faire sa brève introduction. Le temps est vraiment contre nous. Très rapidement. Merci Madame la modératrice. J'ai été un peu très touché par l'intervention introductive de Monsieur le Président de la République française. Il a bien situé le contexte de la participation citoyenne de la femme. Et je ne vais pas rentrer dans les polémiques genre égalité homme-femme ou complémentarité. Mais je voudrais simplement dire, et je sais que vous le savez très bien, Monsieur le Président, que les problèmes au Tchad sont ceux que les femmes vivent également ailleurs, en Afrique, au Sahel ou en France. Et le combat que les femmes mènent en Afrique et ici au Tchad sont ceux que nos sœurs de la France également mènent. La participation citoyenne, quand on en parle, c'est qu'il y a un doute qui signifie que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, nous avons eu cette chance d'avoir l'ordonnance 12 de mai 2018 qui institue la parité dans les fonctions électives et nominatives. Mais aujourd'hui, vous constaterez, et vous êtes certainement au courant, qu'il y a des femmes au gouvernement, à l'Assemblée nationale et dans les autres instances de décision. Notre souhait, Monsieur le Président, c'est d'avoir très prochainement, pour les futures échéances, autant des femmes à l'Assemblée nationale que dans les instances déconcentrées de l'État. Nous savons, Monsieur le Président, qu'il est très difficile. Vous avez parlé de la transformation des mentalités et nous avons besoin de mettre en place une stratégie qui puisse nous permettre de mener des campagnes de sensibilisation dans tout le pays afin que le fin fond du Tchad soit atteint, que nos sœurs des zones rurales comprennent certains textes. On ne va pas demander à la France de venir faire ce travail à notre place. Nous sommes conscients de le faire et nous voulons le faire avec votre appui. Donc, qu'est-ce que, Monsieur le Président, c'est pas vous vous êtes prononcé sur la scolarisation des filles tout à l'heure et c'est une garantie qui nous rassure dans le combat que nous allons mener pour atteindre, parfaire notre autonomisation et accéder à des instances de prise de décision. La parité, nous sommes contents et nous sommes fiers également qu'il y ait la parité au sein du gouvernement français. Et nous voulons faire la même chose, expérimenter la même chose au Tchad si c'est possible, avoir les 50% à l'Assemblée, avoir les 50% au gouvernement et partout dans toutes les instances. Des progrès se font. Il y a des progrès. Et je voudrais sincèrement un appui et pour demander qu'est-ce que la France peut faire pour nous afin de lancer, soutenir cette campagne de sensibilisation que nous entendons organiser pour parfaire notre travail. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Dernière introduction, c'est Madame Ansissan Lamana sur l'entrepreneuriat féminin. Madame Ansissan, vous avez la parole. Monsieur le Président de la République française, tout à l'heure c'était très serré, mais en vous voyant aussi relax, je me relaxe aussi. Donc, la femme tchadienne travaille énormément en vue de s'affirmer et d'améliorer sa qualité de vie. Qu'elle soit une femme ou une jeune vivant en milieu rural ou en milieu urbain, elle constitue un vecteur du développement durable. Son travail doit être capitalisé et valorisé. Afin que ce développement se réalise, Monsieur le Président, les femmes tchadiennes ont besoin de renforcement de capacités entrepreneuriales, d'un accès à la terre et d'un accès
le crédit à taux préférentiel. Au Tchad, il existe 15 filières porteuses. Nous produisons énormément, nous transformons, mais malheureusement, c'est de façon artisanale. Il existe un projet incubateur d'accompagnement des femmes pour l'entrepreneuriat féminin, tenant compte des besoins locaux. Ce projet est bien structuré, bénéficie d'un suivi afin d'obtenir des résultats probants, dont l'objectif est l'autonomisation de la femme. Plusieurs mécanismes de microcrédit et de finances inclusives existent, mais où les femmes n'ont pas accès. Dans un monde d'innovation et en perpétuel changement, nous sollicitons votre appui pour un partenariat gagnant-gagnant. Est-il possible, Monsieur le Président, que la France puisse mettre en place un appui au mécanisme de financement pour une meilleure adaptation aux projets de femmes? Et pourrez-vous, dans la même allure, relayer notre demande aux entreprises françaises d'avoir avec elles un partenariat collaboratif? Je vous remercie. Très bien, donc nous avons fini avec les interventions, les brèves interventions. Monsieur le Président de la République, je voudrais aussi vous dire qu'il y a des ministres hommes qui sont là parmi nous, ils nous ont fait l'honneur de venir, c'est des hommes engagés. Et par rapport aux thématiques donc, qui ont été développées, nous avons les ministres de la Santé, nous avons les ministres de la Justice, nous avons les ministres de l'Enseignement supérieur, la secrétaire d'État à l'Éducation nationale, les ministres des Mines, Développement industriel, commercial et promotion du secteur privé, les ministres des Finances, donc, et les autres ministres femmes sont toutes là, agriculture et tout ça. Donc nous avons de ce côté des oreilles attentives. Et du côté gauche aussi, nous avons des partenaires techniques et financiers qui sont là, qui écoutent, et je pense qu'ils vont aider les femmes tchadiennes par rapport à toutes les dynamiques, à tous les questionnements, à tous les défis que nous devons relever. Je pense qu'ils vont continuer à nous accompagner en s'intéressant encore de plus en plus à la femme tchadienne. Et donc, est-ce qu'on peut prendre 2-3 questions? Voilà, ok. Et à la petite Luisa qui est là. Luisa, vous pouvez parler? Bonjour à tout le monde. Nous avons tout à l'heure écouté des interventions dans le domaine de l'éducation, de la santé et tout. Moi, j'aimerais intervenir dans le domaine de l'environnement. Et donc, je m'appelle Kaïssa Louisa Brahim. Je suis élève en classe de terminale littéraire au lycée du Sacré-Cœur et j'ai 16 ans. Je fais aussi partie d'une association tchadienne. Je suis ambassadrice au sein de cette association, les Espaces Verts du Sahel. J'ai eu la chance de prendre part à la COP 21 à Paris et à la COP 22 à Marrakech. Cette année, je m'attendais à la finalisation du document de mise en œuvre de l'accord de Paris lors de la COP 24 en Pologne, mais ce n'était pas le cas. Alors que, Monsieur le Président, l'avenir de la planète et plus particulièrement de nous les jeunes est en danger. Dans mon pays, le Tchad, nous vivons vraiment ce que c'est que le réchauffement climatique. Ça se traduit par exemple par la disparition accentuée du lac Tchad, qui est un patrimoine mondial et un patrimoine commun. Et à cette occasion qui m'est offerte de vous parler, cette occasion que vous offrez à toutes les femmes tchadiennes de s'exprimer, j'aimerais vous demander ce que vous faites concrètement dans le domaine de l'environnement pour les générations futures. Et j'aimerais aussi vous demander, est-ce que vous ne travaillez pas plus pour les générations actuelles? Je vous remercie. Merci beaucoup. On va prendre ce côté aussi. Ah, c'est la dame là qui pose la question de qui? Là d'abord, ensuite, on va passer. Bon, on sera ici. Voilà. Là aussi. Bonjour, je
Monsieur le Président, je voudrais joindre ma voix à Madame la ministre, Madame Nour, et toutes les femmes qui ont parlé pour vous réitérer donc, la chaleureuse bienvenue au Tchad et vous remercier infiniment de l'honneur que vous nous faites en consacrant cette matinée au thème de la femme. Je voudrais tout simplement dire que l'autonomisation de la femme tchadienne ne se fera pas sans les hommes. Je voudrais, quand on parle souvent de sensibiliser les actrices, on parle souvent de sensibiliser les promotrices, les actrices féminines, on parle souvent de sensibiliser les pères et les mères de famille pour l'éducation des filles. Je voudrais qu'on parle aussi des hommes. On a des hommes engagés, comme vous avez dit, mais de façon générale, je pense qu'on a besoin d'une lutte apaisée et rassurante. Que nous, femmes, on a besoin d'être apaisées et rassurées, et les hommes aussi doivent être apaisés et rassurés. Donc je voudrais tout simplement dire que nous ne cherchons pas du tout l'égalité biologique, elle n'est pas possible. Nous ne cherchons pas l'égalité absolue, il s'agit d'égalité des chances, tout simplement. Et il faut que cette lutte de l'autonomisation soit très apaisée et très rassurée. Merci. Monsieur le Président de la République, nous avons également des représentants du chef traditionnel aussi qui est là. Nous avons un sultan qui est là, le sultan du Baguirmi, qui est membre du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Donc, nous allons prendre la parole parce que la travée de droite va être très fâchée. On va prendre une question là, parce que j'ai envie de donner la parole à tout le monde. Mais malheureusement, on ne peut pas. Avant, la travée de droite. Bravo, ça. Monsieur le Président, s'il vous plaît, calmez-vous que je savoure l'honneur. Monsieur le Président, je voudrais vous souhaiter la bienvenue comme l'ont dit mes sœurs m'ont précédé. Monsieur le Président, l'honneur est tout, l'occasion est tout indiquée pour moi de vous remercier. Je le dis aujourd'hui parce que j'ai la chance de le dire. Un matin, j'ai reçu un courrier, un décret de la France faisant de ma modeste personne, attribuant une décoration pour ce que j'aurais fait pour les femmes, et je ne l'ai pas fait seule. J'ai l'occasion et je voudrais demander l'indulgence de l'ambassadeur de France, ici de le dire de vive voix à la personne qui m'a honoré. Merci déjà pour ça et je voudrais dire à toutes mes sœurs, elles sont nombreuses dans la salle, ces vaillantes tchadiennes qui ont décidé de voir leur vie changer pour que la vie des générations futures change. Je voudrais rassurer ma fille. Monsieur le Président, je voudrais vous dire tout simplement de soutenir toutes les institutions françaises en République du Tchad, de soutenir la politique du gouvernement dans ce que le gouvernement fait. J'ai la chance d'être témoin de cette évolution de la situation socio-juridique de la femme. Et nous demandons tout simplement un soutien. Comme quelqu'un l'a dit, les Français ne viendront pas changer notre vie sans nous. Nous sommes sur la bonne voie. La législation est là. Madame la ministre SGG l'a dit. Aujourd'hui, nous avons besoin des hommes engagés. Nous avons besoin de savoir comment prendre les hommes pour qu'ils acceptent que ce que nous faisons, c'est pour tout le monde. Aussi, je suis très rassurée, je voudrais dire devant vous, Monsieur le Président, quand femme veut, Dieu veut, et quand nous voulons, nous pouvons l'obtenir.
pouvons l'obtenir, aussi soutenir les campagnes de communication pour la mobilisation effective des hommes, surtout des hommes qui comprennent que ce que nous faisons, c'est pour eux aussi. Merci encore de nous accorder ce privilège, Monsieur le Président. Je vous souhaite un agréable séjour au Tchad. Profitez du soleil et ramenez-en à Madame Macron aussi. Merci de visiter le Tchad, Monsieur le Président Emmanuel Macron. Je voudrais aussi remercier Monsieur le Président de la République du Tchad, Monsieur Idriss Déby, de vous avoir fait venir ici. Vous avez quitté chez vous, mais vous êtes aussi arrivé chez vous. Nous sommes des mères. Nous souffrons de la perte de nos enfants qui immigrent vers l'Europe, Monsieur le Président. Nous nous battons pour améliorer nos conditions de vie au Tchad. Les femmes représentent 52% de la population, mais c'est nous qui allumons aujourd'hui le feu dans nos foyers. Nous sommes des veuves. Beaucoup d'entre nous sont des veuves de guerre. Nous vous demandons tout simplement de nous aider. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame Sarah. Madame ici, elle a levé la main, la première. De donner la parole. Et ensuite, encore là-bas. Voilà. Ici, voilà, ici et là-bas encore. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça sera la dernière intervention. Hein. Excellence, Monsieur le Président. Évidemment, je vous souhaite la bienvenue, surtout en ma langue Peul, Tchapama. Je suis Aïssa Touman Ibrahim, je suis de l'association des femmes Peul et peuples autochtones du Tchad. Je ne vais pas m'attarder sur les discours, je vais aller directement aux questions parce que j'ai plein de choses qui me tiennent à cœur. J'ai beaucoup écouté le discours que vous avez fait à Ouagadougou et c'est intéressant. Je vais vous ouvrir mon cœur parce que vous avez dit de parler librement. Le peuple autochtone au Tchad, c'est le peuple encore reconnu. Et je voudrais avoir un projet spécifique, évidemment avec nos bailleurs français qui sont au Tchad, de projets spécifiques pour les femmes et le peuple autochtone du Tchad. La deuxième question, nous avons le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé publique. Il y a des directions spécifiques de santé nomade et de l'éducation de l'école nomade. Ces directions souffrent évidemment parce que nous, on souffre puisqu'ils n'ont pas les moyens de nous accompagner et d'aider nos communautés à aller à l'école. Dans ma communauté, les garçons, c'est moins de 1% qui sont allés à l'école. Les filles s'attendent vers 0. Alors, je voudrais que vous les aidiez à nous aider, évidemment. Par rapport, je suis aussi enseignante. Madame, excusez-moi, il faut que je finisse. Je sais très bien. Je suis enseignante au lycée technique industriel. Je suis une femme scientifique, ingénieure électromécanicienne. Merci. Dans mon école, je suis chef d'atelier mécanique général. Il faut une jumelage. Nous voulons jumeler les écoles avec des écoles techniques européennes et aussi des universités techniques pour qu'on puisse avoir des diplômes français. Dernière intervention de ce côté. Dernière intervention, s'il vous plaît. Dernière intervention. Monsieur le Président de la République de France, je vous souhaite bienvenue au Tchad et à Conseil. Je suis Amina Ehemir, je suis vice-présidente de l'association Betal Nadja. Betal Nadja qui est la maison du succès. C'est une innovation. Je souhaiterais intervenir et poser une question pour donner une piste de réflexion en matière d'aide au développement. La France est partenaire du Tchad depuis de longues années. Elle intervient dans plusieurs secteurs. L'aide au développement, pour la plupart, est destinée aux populations, mais passe par la structure classique qui est le gouvernement. Betal Nadja, je disais, est une innovation.
parce qu'elle regroupe plusieurs acteurs. Et ça aboutit à un projet, aujourd'hui, qui fonctionne, qui est la maison de la petite entreprise. Nous avons pu réussir à mobiliser les jeunes, à leur offrir un cadre pour leur permettre aujourd'hui de développer leur savoir et de créer tel qu'ils le souhaitent. Il s'agit autant de jeunes garçons que de jeunes filles. Je souhaiterais aujourd'hui vous dire que cette innovation-là doit être perpétuée. Tel que vous l'avez entendu, la société civile a des besoins. Il est tout à fait indiqué de voir un processus différent que le processus classique en termes d'aide. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie. Merci madame. Passez le micro ici. Dernière intervention. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Je vais parler ici au nom de tous les artistes tchadiens. Je suis artiste musicienne et à chaque fois quand je me retrouve dans des rencontres, on parle moins de la culture. Et ce matin, on ne va pas accepter que tous les secteurs puissent être représentés et la culture ne soit pas représentée. Parce que la culture, c'est l'âme d'un peuple. Si nous n'acceptons pas ce que nous sommes, personne ne va l'accepter à notre place. Donc, à travers notre ministère de la Culture, à travers l'Institut français, nous, les artistes tchadiens, nous sommes représentés un peu partout. Nous avons l'occasion de sortir, mais la culture tchadienne n'est pas connue. Si aujourd'hui le monde doit connaître où est positionné le Tchad, je pense que c'est à travers la culture. Le président Macron, lors de votre discours à Ouagadougou, vous avez parlé de l'Afrique, la saison culturelle, l'Afrique veuve. C'est tout ce qui nous intéresse, nous les artistes dans la salle, nous les artistes tchadiens pour le moment au Tchad. Parce que je me dis que le Tchad, c'est le carrefour de la culture et de civilisation. Tout le monde vient du Tchad. Donc, la culture tchadienne doit être représentée partout, que ce soit dans toutes les disciplines. À chaque fois qu'il y a une rencontre, que la culture doit être représentée. Et nous, les artistes, que ce soit les femmes artistes, nous sommes dans la place. Nous avons le droit de parler et de nous positionner aussi. Aujourd'hui, dans les scènes internationales, on voit des femmes. Les femmes ont pris de la place. Nous, les femmes artistes aussi, tchadiennes, nous voulons prendre de la place. Mais qu'on ne nous oublie pas à chaque fois quand il y a quelque chose. Donc, des réseaux puissent être organisés pour que la culture tchadienne puisse circuler, puisse être diffusée un peu partout dans le monde, que ce soit en France, à travers l'ambassade de France, l'Institut français qui nous accompagne, notre ministère de tutelle. Qu'est-ce que vous voulez faire pour la culture tchadienne? Comment vous voulez accompagner la culture tchadienne, que ce soit dans tous les secteurs des disciplines culturelles? Merci. Et 11h30, on devait arrêter. Monsieur le Président de la République française, bienvenue au Tchad et merci de partager votre temps avec les femmes tchadiennes. Moi, je m'appelle Aïcha Adou, je suis chef d'entreprise, donc directrice de l'un de stratégie et d'une entreprise spécialisée dans les services informatiques et télécoms. Lors de votre intervention tout à l'heure, vous avez dit que vous souhaiterez que la femme tchadienne puisse choisir son mari. Et ici au Tchad, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, la femme à 18 ans est donnée à son cousin. Et donc aussi, vous souhaitez que la femme ne puisse pas avoir des enfants, qu'elle ne puisse pas faire beaucoup des enfants, ça veut dire qu'elle doit refuser. Et après, nous avons des problèmes de clivage. Parce que si la femme refuse d'accepter son cousin, ça veut dire que peut-être qu'elle aura des chances à se marier avec une personne de notre ethnie. Alors ici au Tchad, c'est un problème. Parce que les sudistes refusent de se mélanger avec les nordistes. Les nordistes refusent de se mélanger avec... Non, c'est vrai, c'est vrai. Posez votre question. Je pose la question. Aujourd'hui, dans les sociétés, par exemple, au nord, dans les sociétés... Posez la question. Oui, je vais poser la question.
Actuellement, la préoccupation mondiale, c'est empêcher les gens d'avoir des enfants. Maintenant, s'ils veulent nous empêcher d'avoir des enfants, ça veut dire qu'on doit refuser le mariage à bas âge. J'arrive. S'il vous plaît. La parole. Non, s'il vous plaît. Posez votre question. Voilà. Et donc, qu'est-ce que la communauté internationale puisse faire pour qu'ils puissent adapter donc, les préoccupations mondiales à nos préoccupations locales? Puisque nous avons le problème local qu'il faut casser. Et ces clivages-là, si on n'arrive pas à les casser, ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher, on ne peut pas refuser de se marier avec nos cousins et après avoir des difficultés à se marier avec d'autres équipes. Merci. La dernière question. Monsieur le Président. Alors. Il faut que je réponde à vos questions. Une indulgence, Monsieur le Président. Moi, je représente ici les femmes dans le numérique. Je vous parle d'un cas qui est concret. Nous appartenons à la région du Sahel. Le Sahel, au fait, nous faisons face à plusieurs crises. Vous êtes conscient de l'immigration, conscient également du terrorisme, conscient également du changement climatique, conscient également des économies fragiles dans notre région. Pour nous, en tant que jeunes, nous pensons le numérique est en quelque sorte la voie de sortie. Nous pensons également que l'agriculture constitue également un pilier pour le développement. Si la France est alliée dans le cadre du terrorisme, plus spécialement en tout cas dans le cadre du G5 Sahel, nous souhaitons, à travers, je pense, le Vivatech, la France avait déjà donné son intention d'accompagner l'Afrique dans les domaines du numérique. Nous souhaitons, en tant que pays membre du Sahel, de faire bénéficier nos jeunes. Parce qu'en tant que structure d'accompagnement des jeunes, nous pensons que toutes les innovations qui se développent dans la région du Sahel puissent avoir ne serait-ce que la possibilité d'avoir des vis-à-vis, que ce soit au niveau de l'Europe, plus spécifiquement en tout cas au niveau de la France, de pouvoir bénéficier et de pouvoir stopper ensemble l'immigration. Merci. Alors, je vais répondre à vos questions. Mais non, mais si vous voulez on ne peut plus en prendre. Malheureusement, on n'arrivera pas à vaincre ensemble, c'est l'horloge. Alors, si on revient sur les sujets de l'éducation, et c'était au fond la première intervention et les premières questions, il y a un point qui traverse tous nos échanges et ce que vous avez pu dire. Il y a un point que ma présence ici peut aider à changer, et je vais y revenir sur d'autres initiatives concrètes, mais donc vous êtes les principaux acteurs, les principales actrices, c'est l'élément culturel. Vous l'avez dit dans votre introduction, vous êtes revenu dans la première question, madame qui présidait la voix de la femme. Si les mamans ne sont pas convaincues que l'avenir de leur fille et de leur famille est dans l'éducation, c'est fichu. Si la maman est la première à dire à sa fille « va pas à l'école, fais plutôt telle ou telle tâche », c'est fichu. Et les mieux placés pour expliquer à une maman que c'est mieux pour sa fille, c'est vous. C'est pas moi. Moi, je suis presque pas audible. Moi, je viens ici dire, je crois dans votre message, je crois dans la chanson de Yasmine tout à l'heure, et je pense que c'est très important. Mais ce changement culturel, il va venir des mères de famille, des pères de famille, et de l'ensemble de la société. Et c'est ce que vous disiez très justement, ce qui a été dit à la 10e question, sur les clivages, parfois, qui existent encore, qui peuvent être ethniques, qui peuvent être encore géographiques au sein du pays, qui peuvent être des fractures. Je ne peux pas le faire depuis l'extérieur. Mais je suis intimement, sincèrement convaincu d'une chose, c'est que vous qui menez ce combat pour changer les mentalités, je veux vous soutenir parce que c'est un bon combat. Et ça, c'est la clé, parce que si ça ne change pas, tout ce
que vous avez décrit sur l'école dans le milieu rural ne peut pas évoluer. Donc c'est d'abord un changement des cultures, un changement des mentalités, et donc d'être à vos côtés pour des campagnes de communication active. Ensuite, sur vous, donc Madame la Voix de la Femme, et puis la cellule de liaison Hélène, de mémoire, sur les questions que vous avez posées, et sur ce qu'on veut faire pour l'école et pour les jeunes filles. D'abord, c'est un ensemble. Il y a l'élément culturel que j'évoquais, il y a aider à l'entrepreneuriat, et j'y reviendrai, parce qu'il y a aider aussi au développement agricole des régions, parce que si on a de l'activité stable pour les parents, la famille, on n'a pas besoin d'envoyer les jeunes filles aller travailler. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est un ensemble. Ça s'inscrit dans un tout. Ensuite, nous, qu'est-ce qu'on souhaite faire et qu'est-ce qu'on va continuer à faire pour vous accompagner? D'abord, on va poursuivre notre contribution au programme de bourse pour les jeunes filles démunies. Il a été récemment mis en place par le Conseil national des femmes tchadiennes. Et donc, la France se soutiendra. Et donc, on sera à vos côtés sur ce point. Ensuite, au début de l'année, à Dakar, avec le président Macky Sall, on a réuni l'ensemble des pays, des grandes institutions, pour lever de l'argent pour le partenariat mondial pour l'éducation. On a battu des records, et cet argent, on veut l'utiliser au maximum dans le Sahel. Alors nous, on va accompagner de nouveaux projets, gouvernement et société civile, en matière d'éducation. Et c'est l'AFD principalement qui en est l'opérateur. Mais on veut aussi utiliser dans le Sahel, et donc en particulier au Tchad, l'argent du partenariat mondial pour l'éducation en faisant quoi? En aidant le gouvernement à ouvrir des écoles, partout où il y en a besoin. En aidant des programmes de bourse primaires, secondaires et supérieurs. Et nous, on veut tout particulièrement s'impliquer dans un programme de formation des maîtres. Parce que ce qui est clé, c'est ouvrir des écoles, mais c'est être sûr que des maîtres et des maîtresses sont au bon niveau pour les enfants. Et donc ça, c'est une politique qu'on va aussi faire de manière très concrète pour accompagner. Et donc, il y a toute une série d'initiatives qui sont portées par notre ambassade ici, avec l'AFD de toutes nos structures. On va mobiliser l'argent parce que moi, je crois très profondément, vous l'avez compris, dans cette politique. Et donc ça, ce sont quelques éléments très concrets. Il faut aider les élèves, les familles. Il faut aider à ouvrir des écoles. Il faut former les maîtres. Et il faut aussi aider à ce changement culturel qu'on évoque. Ensuite, vous m'avez interrogé sur donc les sujets de santé. Et merci docteur pour votre témoignage parce qu'il était, je trouve très fort. Là aussi, vous l'avez parfaitement dit, il y a un sujet culturel. Et ça doit changer dans la société. Nous, on peut, et on va aider à le faire, mais ça ne change que de l'intérieur. Il faut que les hommes qui empêchent leurs femmes de se faire soigner, qui parfois refusent que leur femme se fasse soigner par un médecin quand il est homme, qui refusent tel acte chirurgical ou qui considèrent qu'ils sont les seuls à pouvoir autoriser cet acte chirurgical, acceptent l'idée qu'ils mettent simplement en danger la vie de leur femme ou de leur fille. Et donc c'est plus une question de croyance, de préférence, c'est simplement une question de dignité de la personne. Alors là-dessus aussi, on accompagnera ce message avec force, mais on fera aussi des choses très concrètes. La France aujourd'hui, c'est le premier bailleur du secteur de la santé au Tchad. Et malgré tout, il y a la mortalité... il y a ici un taux de mortalité maternelle qui est l'un des plus élevés au monde, ce qui est une défaite collective. Et c'est bien sûr une question de moyens. Et là aussi, je sais que le gouvernement est pleinement mobilisé. Et donc, nous allons lancer 2 nouveaux programmes dans le domaine de la santé qui permettront là aussi de financer des bourses pour les élèves sages-femmes et infirmiers. Et ces programmes, pour répondre, docteur, à ce que vous disiez tout à l'heure, iront au contact des populations jusque dans les provinces frontalières et on a visé, en particulier en lien avec le gouvernement, Ouaddaï et le Moyen Chari comme étant les plus nécessiteux de ce programme. Je ne veux pas ici détailler tout ce qu'on va faire, mais il y a aussi toute une série d'initiatives qu'on veut prendre avec la Banque mondiale sur la santé des femmes enceintes, des mamans et de l'enfant dans ces premiers mois. Pourquoi? Parce que ce qu'on constate partout dans la région,
c'est que quand on suit mal une femme qui est enceinte, qu'on ne traite pas les pathologies, eh bien, on prend le risque collectif de faire naître un enfant qui sera mal formé, qui sera handicapé, qui n'aura pas les mêmes chances dans la vie. Et c'est l'inégalité la plus cruelle. Quand on nourrit mal un enfant dans les premières semaines ou les premiers mois, on court le risque, et même on a la certitude, qu'il n'aura pas les mêmes capacités de développement que les autres. Et donc là-dessus, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil, c'est aussi du financement. Et sur ce point, avec la Banque mondiale, nous sommes en train de mettre en place une série d'initiatives. Et le Tchad, évidemment, sera un des partenaires prioritaires. Ensuite, sur la lutte contre l'impunité et la justice. Je ne vous retrouve plus dans la salle. Voilà. Et sur ce que vous avez dit et votre engagement. D'abord, je veux vous dire que le combat que vous menez contre les violences faites aux femmes, c'est un combat universel. Nous avons le même en France, la secrétaire d'État le porte au quotidien, et on doit encore nous mettre plus de moyens, et on n'a pas réussi ce combat. Parce que c'est quelque chose qui s'est installé, je dirais, qui est presque un phénomène qui a été tellement tu, qu'on a tellement longtemps caché, on a fait tellement, en quelque sorte, presque d'efforts dans les décennies passées, pour ne pas le dire ou l'oublier, que la honte était du côté des victimes. Et donc, ce qui est en train de se passer partout dans le monde, c'est que la honte change de camp. Mais nous devons faire nous-mêmes beaucoup plus pour protéger les femmes qui sont victimes de violences conjugales ou violences dans la société. Et donc, là-dessus aussi, nous souhaitons être à vos côtés. Alors, à vos côtés, comment? En répondant très concrètement à ce que vous avez dit. D'abord, il y a des changements de loi, il y a tout ce que le gouvernement doit faire. Ça, c'est pas du tout à nous de le porter, il y a beaucoup de choses. Mais je vous ai entendu les unes les autres, vous avez quand même beaucoup dit qu'il y avait un mouvement qui était en cours, que vous sentiez sur ce sujet, un vrai progrès à l'heure. Moi, je veux que la France agisse dans 3 directions à vos côtés. D'abord, en soutenant les campagnes d'information et de sensibilisation. Et en lien avec l'Union européenne, nous avons organisé un concours de plaidoirie contre les violences basées sur le genre. On va poursuivre ces initiatives très concrètes aux côtés de la société civile pour que vous puissiez dire, dénoncer, faire savoir et que la honte soit du côté de ceux qui frappent. Ensuite, la deuxième chose, c'est en soutenant les réseaux d'appui et d'écoute destinés aux femmes. Si on veut qu'il y ait une égalité d'accès aux droits, d'exercice des droits, il faut pouvoir écouter, dire, il faut en parler, et appuyer, entendre, et ensuite accompagner pour aller vers les services juridiques, pour aller vers l'accès aux droits. Et là aussi, on va accompagner à la fois le gouvernement et les initiatives de la société civile dans cette direction. Enfin, en participant à la formation des forces de sécurité intérieure dans ce domaine, c'est exactement ce que nous sommes aussi en train de faire en France. Il faut former les policiers, les gendarmes, parfois les militaires, à accompagner ces problèmes auxquels ils ne sont pas formés. Et quand une femme arrive et dit « j'ai été battue, j'ai été victime de violence », qu'on ne lui dise pas « c'est un problème secondaire » ou « on ne prend pas la déposition ». Parce que c'est encore trop souvent ce qui se passe dans de nombreux pays. Et ça, c'est une initiative que nous allons prendre en lien avec le gouvernement. Donc, voilà par rapport aux questions et aux interpellations que vous aviez sur ces sujets, ce que je souhaitais répondre. Sur la participation citoyenne. Alors, comment, je vous ai écouté, comment je souhaite qu'on puisse accompagner tout ça. D'abord, tout se tient dans la participation citoyenne. Si on réussit la bataille pour l'accès aux droits, la bataille pour l'école et l'autonomisation, la participation citoyenne s'en trouvera améliorée. Moi, je crois à 2 choses. J'ai dit au président Déby, on en reparlera tout à l'heure. Je souhaite vraiment l'accompagner dans l'organisation des élections législatives et municipales à venir. C'est indispensable. Le pays en a besoin, et donc on sera là, y compris en termes d'organisation matérielle, en termes de financement, parce qu'il y a besoin de ce temps démocratique dans le pays, et il faut vraiment que dans les prochains semestres, ils puissent l'organiser, et on l'y aidera. Et dans ce contexte-là, vous avez votre place à jouer. Moi, je vais simplement vous donner une anecdote. Quand j'étais candidat à l'élection présidentielle en France, de mémoire, l'Assemblée nationale, en France, elle devait avoir 17% de femmes. 17%. Je n'ai pas de leçon à donner au Tchad. 17%. Et moi, je faisais campagne. Alors d'abord, on m'a dit, vous n'arriverez pas à être élu, puis ensuite on me disait, vous n'arriverez pas à avoir des députés. Personne ne le savait, j'étais candidat. Mais j'étais sûr d'une chose, c'est que, comme je voulais changer en profondeur,
comme vous le dites là, vous voulez qu'il y ait plus de femmes à l'Assemblée nationale. Et on a ouvert les candidatures, Marlène était déjà très engagée, puis on a ouvert les candidatures, on était très... Et on a eu les candidatures, il y avait très peu de femmes. Il y avait 20% de candidatures féminines. Là, on n'a pas compris. Et au fond, j'ai compris que l'une de nos principales difficultés, c'était l'autocensure. C'est que les femmes françaises considéraient que devenir députée ou s'impliquer dans la vie publique n'était pas forcément une chose qui leur revenait. Et donc j'ai lancé un appel qui était sur les réseaux sociaux et j'ai dit on a besoin de vous. Parce que moi je veux avoir pas simplement 50% de candidates, c'est la loi en France, mais 50% de femmes élues. C'est-à-dire donc avoir des vraies candidates. Et bien d'un seul coup, quelque chose s'est déclenché. Beaucoup de femmes qui se disaient « ça n'est pas pour moi » ont fait acte de candidature, elles ont été sélectionnées. Dans le groupe parlementaire majoritaire, il y a 47% de députés femmes. Donc tout ça pour vous dire que moi je vais tout faire pour aider le président, le gouvernement à organiser les élections législatives et municipales, mais on aidera aussi la société civile et politique à s'organiser. Mais vous faites ce travail, en quelque sorte, de casser le plafond de verre, de se dire, il n'y a pas d'interdit. Et la femme tchadienne a une place à jouer, non seulement dans la société, mais dans la vie politique. Et elle doit la prendre. Sur l'entrepreneuriat féminin et les questions que vous m'avez posées à cet égard. Moi, je crois beaucoup dans l'entrepreneuriat féminin parce qu'il fait partie de ce développement et il fait partie des solutions économiques. Et c'est un tout. Plus il y aura de femmes entrepreneurs, plus elles choisiront d'avoir d'ailleurs une autre vie, et donc aussi, elles auront en quelque sorte un pouvoir de négociation dans le couple. Elles diront, moi j'ai ma vie, alors mari, hors de question qu'on me dicte ma loi. Elles seront une partie, elles seront encore davantage une partie de la solution. Et donc, partout en Afrique, l'entrepreneuriat féminin est une clé de cette émancipation et du succès africain. L'entrepreneuriat de manière large, mais l'entrepreneuriat féminin tout particulièrement. Alors, sur ce sujet, vous l'avez très bien dit, les deux interventions. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites, et nous-mêmes nous l'accompagnons à travers l'AFD, à travers ce qui est fait. On va continuer d'accompagner les initiatives d'accès à la terre, à la ressource et autres. Mais moi, j'ai été frappé en écoutant à plusieurs reprises des femmes entrepreneurs. Elles m'ont dit, d'une part, le microcrédit, c'est formidable, on en a besoin, mais c'est trop peu et c'est trop cher. Et beaucoup de femmes, on était il y a quelques jours avec une de vos formidables ambassadrices, elle n'est pas tchadienne, elle est béninoise, mais qui est Angélique Kidjo, m'a dit, je reviens du Bénin, et sur le marché, les femmes m'ont dit, des femmes que je connais très bien, dont tout le monde disait, elles sont analphabètes, elles ne réussissent pas, mais elles sont sur le marché, et elles subviennent à leurs besoins, elles me font les calculs de taux d'intérêt. Elles m'ont dit, nous, on a compris, le microcrédit, c'était pour nos mères, hein, mais nous, on n'en veut plus, parce qu'on ne lève pas assez d'argent pour monter un vrai commerce, pour pouvoir embaucher d'autres, et les taux d'intérêt sont usurés. Et de l'autre côté, les banques ne nous prennent pas, parce que nous n'avons pas confiance, parce que souvent elles sont fermées, parce qu'elles ne font pas confiance aux femmes. Et donc, on a eu une idée que je lance ici, et on va y travailler, je n'ai pas la solution, mais on va la construire avec les femmes entrepreneurs africaines. C'est de lancer une banque pour les entrepreneuses africaines. Donc nous, on va mobiliser les banques françaises, il y en a comme la Société Générale qui sont encore très présentes dans le continent, on va mobiliser l'AFD, mais on va mobiliser aussi tous nos partenaires. Et il se trouve que en 2019, la France a la présidence du G7. Et nous avons mis au cœur de notre présidence la lutte contre les inégalités. Et dans les piliers, la ministre est là et porte aussi cet engagement, la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Moi, je ne vais pas me battre pour faire des communiqués du G7. Je suis sûr que si je faisais un sondage, personne dans la salle n'a jamais lu un communiqué du G7. Et j'ai envie de vous dire, vous avez sans doute beaucoup de chance. Mais je veux que ce G7 débouche sur des actions concrètes.
eh bien, je veux que la création de cette banque, parce qu'on ira mobiliser les autres pays du G7 pour qu'ils viennent payer à nos côtés, soit un des résultats pour vous et à vos côtés. Et donc, ça, très concrètement, c'est un engagement que je prends pour le mois d'août 2019 pour qu'on crée ensemble cette banque. Et puis, en préparant mon voyage, on a regardé les initiatives qui sont les vôtres. Et en effet, on a regardé l'incubateur de la maison de la petite entreprise, dont vous avez parlé, madame, et qui est porté par l'association Beit al-Najjar. Et donc on a décidé que la France consacrerait 10 millions supplémentaires pour soutenir l'incubateur. Parce que je pense que c'est une des vraies initiatives auxquelles je crois et qui permettront de déployer justement ces accès. Et puis les 2/3 des projets financés sont des projets financés par des femmes et on continuera des prêts d'honneur qui servent à sortir les femmes du défi du quotidien pour aller vers le défi de l'innovation, de la valeur ajoutée. Et donc, par notre présence ici, nous renforcerons aussi cet engagement. Enfin, vous m'avez sollicité sur quelques autres sujets. D'abord, l'environnement. Tu as raison, la communauté internationale n'a pas été à la hauteur à Katowice. Et moi, c'est le combat que je mène depuis le premier jour. Simplement, c'est un combat qu'on ne peut pas gagner seul. Et il y a un côté, mais c'est pas grave, personne m'a forcé à être là où je suis, un peu injuste, c'est quand tu te bats pour ces sujets. La bataille est formidable. La réalisation est très dure, donc parfois tous les intérêts que tu viens gêner se retournent contre toi, et c'est un combat qu'il est très dur de mener seul. En France, c'est un combat, j'en prends l'engagement devant toi, que nous gagnons. La France sera le premier pays au monde qui fermera la totalité de ses centrales à charbon. Moi, je n'ai pas décidé de les fermer pendant 10 ans. Pendant mon mandat, on les fermera. On est le premier pays qui a pris une loi, la plus ambitieuse, sur les exploitations d'hydrocarbures. Et on renonce, nous, il y a des permis qui existent, ils courront jusqu'en 2040, pas au-delà, mais on renonce, nous, à ouvrir de nouveaux permis, à aller forer, à aller autoriser des gens, et parfois, en particulier outre-mer, on a des grosses pressions, parce que ça n'est plus le modèle auquel je crois. On a passé une loi et on ne le fait plus. Et on est en train de faire une transition. Alors ça va peut-être pas assez vite pour certains. Pour d'autres, ça va beaucoup trop vite. Et moi-même, je me suis parfois trompé en pensant qu'on pouvait aller très très vite. Parce qu'il ne faut pas opposer les générations futures et les générations actuelles. Toi, tu es à la fois une génération actuelle et future. Il faut réussir à ce que tout le monde porte cette ambition et ce qu'on arrive à faire, ce qui est une vraie transition. Et donc, il faut qu'on puisse consommer différemment, produire différemment, se déplacer différemment, se chauffer différemment et se loger en étant d'abord beaucoup plus économe, parce qu'on gagnera ce combat si on consomme moins d'énergie. Ensuite, si quand on produit de l'électricité, on n'a plus d'énergie fossile, c'est l'engagement que j'ai pris de neutralité carbone 2050, et si, enfin, on arrive à avoir des modes de déplacement beaucoup plus adaptés. Et donc c'est à la fois des lois, un engagement national, mais, et moi c'est quelque chose, je te le dis en toute humilité, que j'ai aussi compris à l'usage, c'est des solutions qui doivent être beaucoup plus locales. En France, selon les régions, en fait c'est plus intelligent de passer par les initiatives locales que de vouloir faire la même loi pour tout le monde. Mais il faut mettre tout le monde dans la direction en laissant les gens innover. Au niveau international, si on regarde les choses, c'est beaucoup plus dur qu'il y a 3 ans. Pourquoi? Parce que le monde est en train de changer, et pas dans le bon sens. Moi, quelques semaines après mon élection, les États-Unis ont dit « nous on sort de l'accord de Paris ». Les Russes aujourd'hui refusent de ratifier. De plus en plus, on a de pressions de puissance qui disent « on ne veut plus » et qui bloquent. Et il y a beaucoup d'États, même européens, qui disent « on n'a pas envie d'avancer par là parce que ça gêne les intérêts économiques ». Alors moi, je soutiendrai un prix minimum du carbone, je soutiendrai une taxe carbone à la frontière de l'Europe pour mettre tout le monde face à leurs responsabilités. Le secrétaire général des Nations Unies, à ce qu'on réussisse ce que tu as aidé à faire à la COP21. Il y a une chose pour qu'on réussisse cette transition, c'est que les pays développés aident les pays en développement, c'est les fameux 100 milliards. C'est pour ça que j'ai accepté le mandat avec le Premier ministre de la Jamaïque, on le rendra en septembre prochain, de dire on va mobiliser tous ces financements et on doit changer la finance internationale, la finance des États mais des acteurs privés, pour aider les pays en développement à aller beaucoup plus vite et à réussir eux-mêmes leur transition, à moins polluer. Et donc nous,
notre Agence française de développement, elle a mis tout ça dans ses objectifs à elle, mais on a déjà commencé à renverser les choses. Les plus grands fonds américains, les grands fonds familiaux européens, américains, asiatiques, sont venus à Paris pour signer une initiative. On était à New York il y a quelques mois pour dire on va réorienter vers la transition. Je serai à Nairobi au mois de mars pour travailler sur ce sujet. Et en septembre prochain, je rendrai mon rapport avec le Premier ministre de la Jamaïque avec des engagements concrets et de la transparence pour mettre chacun devant ses responsabilités. Et l'autre point, c'est des projets très concrets sur le terrain. C'est ce qu'on a fait le 12 décembre 2017 à Paris avec le One Planet Summit. Et à Nairobi, on viendra faire une édition du One Planet Summit en Afrique pour montrer que c'est par ces projets concrets qu'on peut réussir. Et comment on réussit? En développant massivement du solaire et de l'éolien. L'Afrique a toutes les chances sur ce sujet. J'étais il y a quelques mois au Burkina Faso, on a ouvert un des plus grands champs d'énergie solaire, c'était un succès formidable, et on réduit la dépendance à du fossile, on réduit la dépendance à de l'énergie importée pour son mix électrique, et on travaille avec son solaire. Ce qu'on a ouvert en mars dernier avec le Premier ministre Modi en Inde, l'Alliance solaire internationale, elle est faite pour l'Afrique et par l'Afrique. Et on a financé des tas de projets, là aussi avec l'AFD, les fameuses Solar Mamas, qui sont partout à travers l'Afrique, parce que la transition environnementale est au cœur de votre combat. Ce sont des femmes africaines qui sont venues nous voir et qui ont dit « Nous, aujourd'hui, on n'a pas de vie possible. Parce que notre sort, c'est d'aller chercher l'eau à des dizaines de kilomètres et revenir la rapporter. Il n'y a pas de modèle économique. On ne peut pas vivre. » Et on a montré collectivement que si ces femmes avaient 2-3 panneaux solaires pour produire de l'électricité, elles pouvaient faire quelque chose qui était bon pour la planète, qui permettait de produire de l'électricité et de la lumière pour le village, ce qui est bon pour enseigner aux enfants, parce que quand il y a de la lumière le soir, il y a plus de sécurité et les enfants peuvent travailler et faire leurs devoirs, et ce qui leur permet de gagner de l'argent. Tout se tient. Eh bien, on est en train de financer massivement les programmes des Solar Mamas, et ça, ce sont ces projets concrets. Et donc tout ça pour te dire qu'on est profondément engagé, du local à l'international, avec des grands sujets financiers, des projets très concrets, mais que cette question de la lutte contre le réchauffement climatique et de la transition environnementale, elle est pour demain et pour aujourd'hui, mais elle fait partie de cette grande transition civilisationnelle, mentale, culturelle, éducative qu'on doit faire. Ensuite, vous m'avez interrogé sur l'immigration et votre tristesse de voir vos enfants partir. C'est un sujet constant qu'on a, et c'est un sujet qui va aller croissant. Parce qu'avec l'évolution démographique de l'Afrique, il y aura une pression migratoire de plus en plus forte. C'est pour ça que je crois très profondément à notre politique de développement et au partenariat. Plus on éduque les enfants dans leur pays, plus on leur donne des opportunités dans leur pays, plus on crée de la richesse, de la croissance, de la capacité à rester. Et pour les mamans, à garder leurs enfants près d'elles, pour eux, à rester là, personne n'a envie d'aller étudier à des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres. C'est pas vrai. Et donc, cette espèce de dialogue de sourds, de stigmatisation qu'il y a trop souvent dans les discours de part et d'autre, est une erreur collective. Et donc, la clé de la réponse à cette immigration, en quelque sorte, subie, elle est dans cette politique éducative, climatique, d'entrepreneuriat, d'émancipation, de développement du XXIe siècle. Ensuite, vous m'avez interrogé sur la culture. Je ne l'oublie pas, et je vous ai entendu. Et vous avez aussi bien entendu le discours de Ouagadougou. Alors oui, en 2020, nous allons avoir les saisons culturelles africaines. D'abord, j'ai une bonne nouvelle pour vous, parce que cette saison culturelle, l'objectif n'est pas que la France regarde depuis Paris l'Afrique et explique comment il faut regarder l'Afrique. Je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi l'objectif, c'est une conversion du regard. C'est que l'Afrique se dise et se raconte à la France et en quelque sorte se dise à elle-même. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi pour ces saisons culturelles une femme comme commissaire. C'est une femme sénégalaise, Madame Fall, qui pilote, d'ailleurs des commissaires de tous âges et toutes nationalités, mais qui va organiser le projet culturel qui est le nôtre.
Et tout ça, nous l'avons pensé avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique, que je remercie, plusieurs de ses membres sont là, qui a beaucoup travaillé, qui m'a conseillé pour ce faire. Mais donc, l'objectif, c'est que cette saison soit portée par les Africaines et les Africains, les femmes et les hommes de culture, pour apporter leur regard. Ensuite, vous allez avoir votre regard. Et il y aura en particulier une série d'événements portés par et pour les femmes artistes. Parce que l'engagement auquel je crois sur le plan de l'entrepreneuriat, c'est le même auquel je crois sur le plan culturel. Donc non seulement vous ne serez pas oubliés, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu la même chose, le pouvoir est à prendre. Enfin, sur le numérique, vous m'avez interrogé sur les initiatives, et je conclurai sur ce point que nous pouvons prendre, et vous avez cité Vivatech. J'en ai parlé, et c'est voisin de ce qu'on disait sur l'entrepreneuriat féminin, là aussi à Ouagadougou, et vous avez raison de citer Vivatech, puisque l'Afrique y était à l'honneur, le président Kagame était là, mais surtout nous avons officialisé quelque chose sur quoi nous avons beaucoup travaillé ces derniers mois avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique et tous nos partenaires avec l'AFD, c'est Digital Africa. Nous avons créé une plateforme sur le numérique pour les entrepreneurs et les entrepreneuses africains, pour faire quoi? Avoir accès à des financements, avoir accès à des marchés en Europe, dans le monde, mais surtout en Afrique. L'Afrique est un marché formidable qui est totalement sous-exploité par les entrepreneuses et les entrepreneurs africains. Mais il y a une plateforme ici régionale, quelle que soit d'ailleurs la langue. Quand on parle le français en Afrique, on a accès à un nombre de marchés incalculable, à des centaines de millions de concitoyens, et donc c'est une capacité de développement extrêmement rapide de financement pour les entrepreneurs du numérique africain. Et donc, ce qu'on compte faire, c'est continuer à vous accompagner, mais aussi, en quelque sorte, à connecter l'écosystème tchadien à cette plateforme Digital Africa que nous avons créée. Il y aura des bourses dessus, il y aura des financements, de l'accompagnement, du tutorat, mais aussi la capacité à avoir accès à la partie. Voilà, je crois avoir répondu à l'essentiel des questions. En tout cas, merci beaucoup pour votre accueil. Et si j'avais un dernier message, je voulais vous dire que mon engagement est complet. Du côté de cette cause qui est l'autonomisation des jeunes filles, des femmes en Afrique et partout ailleurs. Mais vous serez les principales combattantes de cette cause, vous le savez. Alors moi, j'ai confiance et je crois dans votre enthousiasme, dans votre mobilisation et en quelque sorte dans votre capacité à ne rien lâcher. Alors merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc on va vous prendre une seconde. C'est le passeport pour l'égalité des genres, l'équité des genres. Sur ce, la cérémonie se termine. On vous demande de garder momentanément vos positions afin de permettre à son Excellence de pouvoir se retirer. Merci. Sous vos applaudissements.